Alors bonjour. Maintenant je vais vous présenter le jardin. On va faire le tour de toute l'exploitation. L'objectif pour moi c'est d'avoir un historique en fait de ce que je fais sur cette saison 2020 sur le jardin pour bien me souvenir en fin de compte de comment j'organise l'espace dans le jardin. Ça s'appelle l'assolement. Et puis bon, au fur et à mesure qu'on va voir les différentes parcelles, j'expliquerai un petit peu les choses importantes en fait pour le maraîchage. Voilà. Donc là on a Dexter, Oslam, Sirius, voilà, les trois compagnons de la ferme. Allez, donc là on est dans le champ des chevaux, voilà, on va voir les tunnels sur ce côté-là, et puis de l'autre côté on a 3 hectares de jardin à regarder ensemble. Voilà, ici on a des courges que j'ai implantées sur des toiles tissées. Donc c'est des courges qu'on a mis en godet, et puis après les godets on les a mis en terre avec du paillage en toile tissée. J'ai mis du maïs doux ici comment dire, du chemin, quoi. Ça va permettre que qu'on soit un petit peu caché en fait sur la fin de saison, quoi. Voilà. Donc ouais, il y a quand même une grande surface, hein. C'est une surface que j'avais jamais cultivée en fait les années passées. Il y avait une haie, hein, mais une haie avec des épines noires et ça crée trop de problèmes. J'avais trop de pneus de brouette qui étaient percés, qui crevaient pour un rien. Donc là j'ai préféré chanter ici et dans le futur je pense que je mettrai des fruitiers, enfin une haie vraiment bien travaillée, quoi. Voilà, donc là on va aller vers le tunnel. Alors là c'est le tunnel, c'est les tunnels à ratatouille on va dire. Alors c'est des tomates en fait, des concombres. Donc ça c'est la première série de concombres qui est en train de se terminer, hein. Le concombre ça produit pas très longtemps. Alors je peux vous montrer quelque chose ici, c'est intéressant de voir ça. C'est comment est-ce qu'on taille les concombres. Hein, donc il faut en fait tourner la ficelle, un petit peu comme les tomates, hein. On tourne toujours la ficelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en fait ce qu'il faut faire pour pas épuiser trop la plante, c'est enlever les gourmands, exactement comme pour les tomates, et c'est surtout enlever un concombre sur deux. Voilà. Par exemple là il y en avait 3. En fait 3 pour le volume de feuillage qu'il y a ici, c'est beaucoup trop. Même ici par exemple, là, vous voyez il y en a 3 là. Il y en a un que je vais chanter. Là je vais couper celui-là. Voilà. Ça c'est bien vert, ça donne des concombres. Si je vais ici, bon c'est pareil, je peux regarder là. Je vais même, donc là celui-là je peux l'enlever. Bon là il y en a 2, alors vu le volume de feuilles, on peut les laisser même s'ils sont touche à touche. Par contre je vais couper celui-là, et le prochain concombre il sera là. Voilà, donc ça c'est la logique un petit peu pour les concombres. Donc là les tomates, ça c'est les tomates Green Zebra, hein, on les voit, ce sont des tomates jaunes, enfin jaunes, elles sont vertes jaunes quoi, voilà, et là elles sont mûres. Ici il y a des tomates roses. Alors on va voir, on a des dégâts un petit peu avec la tuta. Donc la tuta c'est une chenille, enfin c'est une mouche qui va faire ceci. Tiens, regardez, venez voir. En fait, on voit seulement les dégâts, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des cavités. Mais là, en fait, il y a plus de chenilles. Là. On voit, il y a des crottes là, ici, là. Donc c'est la chenille qui a mangé et la chenille est devenue une mouche qui après, normalement, va continuer en fait sa vie dans le tunnel. Alors, ce que je sais sur la tuta, c'est qu'a priori, sur les tomates de variété ancienne, cultivées de cette façon-là, en fait, on a beaucoup moins de dégâts que les tomates dites greffées, qui sont très haut rendement. En fait, je pense que voilà, il faut être raisonnable sur la productivité qu'on peut attendre d'une serre à tomate aujourd'hui, parce que plus on veut de la productivité, et puis plus finalement les ravageurs sont là pour nous barrer le chemin. Donc là, moi, je suis sur quelque chose d'assez simple, d'assez tranquille. Et finalement, comparé à mes voisins immédiats, hein, j'ai mes voisins là ici qui ont des pieds greffés, et eux, ils ont un gros problème avec la tuta. Et je pense que c'est parce que tout simplement leurs pieds sont trop productifs et quelque part trop fragiles. Donc ça, c'est à méditer pour d'autres maraîchers ou d'autres jardiniers. Il vaut mieux être tranquille et on a moins de soucis avec les ravageurs. Voilà. Ouais. Alors ici en fait on a de la patate douce qui vient du Japon.
Donc j'ai un seul pied, j'en ai un autre ici aussi. Ça se présente comme ça, en tout cas c'est des feuilles de patate douce. Voilà. Donc c'est la première fois que je fais ça. Bon, je les ai mis un petit peu en bout de tunnel, hein, c'est un essai. Mais je pense que je vais essayer d'en produire quand même une petite rangée régulièrement tous les ans. Parce que c'est quelque chose qui est demandé quand même. Alors ça, ce sont des plants de tomates en fait qui ont été qui sont issus de gourmands des premières séries de tomates que j'ai commandées chez un producteur de plants. Donc en fait la première série de tomates, ce sont des tomates que je reçois fin mars, mi-mars, fin mars. Je les implante fin mars, début avril. Et les premiers gourmands qui vont apparaître à partir de mi-avril, voilà, début mai, et bien ces gourmands-là, je les coupe, je les mets en terre, j'arrose bien, je fais en sorte de bien entretenir la culture. Et il y a des racines qui apparaissent naturellement. Et ça me donne une série de tomates que j'implante dans le sol avant, enfin en général début juin, avant le 15 juin. Et ça va nous permettre d'avoir des tomates, là maintenant ça commence, là on est le 1er, on est le 2 août là. Et on a déjà des tomates, les premières tomates qui commencent à donner. Et en fait ça va donner beaucoup de tomates fin août, septembre, octobre. Et c'est très intéressant parce que quand on est en AMAP, ou quand on cherche à fournir les gens localement, eh bien, les gens l'été en fait sont en vacances, il faut qu'on aille chercher les touristes un petit peu. Et quand ils reviennent de vacances, ils sont très demandeurs de tomates. Puis en général, c'est là qu'ils voient que dans leur jardin, ils n'ont pas suivi, donc il n'y a plus rien dans le jardin. Et donc cette série-là, en fait, c'est vraiment une série qui est relativement facile, qui est peu malade aussi. On voit que c'est très vert, hein. Quand on va avoir un œil de maraîcher, en fait, pour s'assurer rapidement que la culture est bien ou pas, il suffit de regarder, de sentir le niveau de verdure. Là, on voit bien que c'est très vert, il y a beaucoup de chlorophylle, il n'y a pas de feuilles jaunes. Voilà, quand on regarde aussi en détail les feuilles, il peut y avoir de la tuta, mais c'est vraiment extrêmement éparse en fait. Là, il y en a un petit peu. Voilà, tiens, oui, tiens, bah voilà, tiens, voilà la chenille par exemple. Voilà, ça c'est une chenille de tuta. Voilà, c'est cette petite chenille là. Hein, donc là, en théorie, il faudrait vraiment prendre le temps de ramasser. Il faudrait prendre le temps de couper toutes les feuilles qui ont cette chenille et puis les brûler. Moi, je fais un peu confiance au fait que la culture est pas forcée, c'est pas une culture qui est très intensive, donc je pense que la plante va quand même arriver à se développer malgré les attaques de tuta. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Donc là, il y a quand même il y a 180 pieds de tomates par planche, et là, il y a 5 planches, hein, donc ça commence à faire. Voilà. C'est le deuxième tunnel. Alors, ce sont des tunnels qui font 52 mètres de long sur 9 mètres 30 de large. Donc, c'est des tunnels qui font 450, 460 mètres carrés. Hein, on peut arrondir à 500, on va dire quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ma ferme, j'ai 2 tunnels en fait qui sont opérationnels, qui offrent un abri minimal pour les plantes et ça fait de l'ordre de 1000 mètres carrés, enfin 900 mètres carrés. Alors, ici, là, on a des concombres, des poivrons que j'ai implantés un petit peu plus tard. Derrière les poivrons, il y a un reste de betterave. Et puis sur cette planche là qui est vide, en fait, il y avait tous les oignons primeurs. Et donc là, il y a les premières séries de tomates. Donc c'est des plants que j'ai reçus d'un producteur de plants là, c'est Briand en fait, hein, j'achète tous les plants chez Briand. Briand, c'est à côté de Nantes. Hein, enfin, le producteur Briand, il est c'est Haute-Goulaine, je crois. Et donc là, on voit que bon, les plantes sont très, très hautes, hein, elles atteignent largement le niveau de support de culture. Et déjà, on a récolté beaucoup de tomates. Et donc, si on voit aussi les dégâts de la tuta, alors on peut regarder, c'est pas forcément évident. Hein. Il y en a, hein, il y a un petit peu de dégâts, mais en fait, c'est des dégâts déjà anciens parce qu'en fait, les feuilles en fait contiennent plus de chenilles. C'est entièrement séché. Donc je vois pas trop l'intérêt de passer du temps en fait à tout couper parce qu'il y a peu d'attaques quand même. Voilà. Mais bon, c'est à surveiller quoi. En fait, il faut regarder quoi. Il faut regarder, mais bon là après on voit que la plante de toute façon, il y a tous ces fruits là qui vont donner rapidement. Après il y aura déjà beaucoup moins de potentiel. Hein. Donc ça c'est une plante qui de toute façon probablement fin septembre, début octobre, avant les vacances de la Toussaint. Je vais pas les faire traîner trop longtemps, je vais les arracher et puis on mettra autre chose à la place, des salades, des épinards, il y a plein de trucs à mettre de toute façon. Voilà.
Alors là, ici, on a la deuxième série de concombres, hein. Moi, je commande toujours deux séries, hein, pour les plants de légumes fruits, enfin concombres, courgettes, etc. De toute façon, on fait plusieurs séries de tous ces légumes-là. Une série va de toute façon donner pendant 2 mois à peu près, hein, bien. Et puis pour qu'on aille sur 4 mois, 5 mois de production, il faut faire plusieurs séries de légumes. Donc là, on retrouve, hein, le même principe pour les concombres. Hein, donc là, vous voyez, l'entretien des concombres, ça va être en fait de tourner à chaque fois la ficelle, hein, dans le sens aiguille d'une montre. Et puis là, ben, on recommence l'opération de se dire, tiens, je garde ce concombre-là, là, il n'y en a pas, celui-là, je le garde, celui-là, je le vire. Voilà, c'est comme ça. Et donc là, ça va donner des beaux concombres dans pas très longtemps, hein. Ça pousse très vite le concombre, hein. Pour passer de ce stade-là au stade commercial, il va falloir seulement 6-7 jours, quoi. C'est vraiment très rapide, hein. Dès qu'il fait chaud, ça marche très bien. Voilà. Alors là, on est sur la partie en fait des herbes aromatiques. J'en fais deux principales, hein. C'est le basilic. Donc on voit que c'est des sous-abris, en fait, ça fait quand même des feuilles vraiment grandes, très développées. Ça a tendance rapidement en fait, à vouloir monter à graines, hein. Donc en fait quand on récolte, on récolte en fait à peu près à 10 cm du sol, on coupe et on assemble 4 brins avec un élastique et je vends ça à 1 €. Et puis là-bas il y a le persil, hein, qui est très beau aussi, hein, voilà. Et donc tout mon tunnel est arrosé avec goutte à goutte, hein, voilà. La totalité des légumes là, qui sont là sont sur goutte à goutte, et le goutte à goutte est ouvert en permanence, c'est-à-dire que dès que j'arrose quelque chose en plein champ, ça arrose systématiquement la totalité du tunnel. Il manque jamais d'eau, quoi, voilà, jamais, puisque régulièrement là sur le mois de juin, juillet, août, j'ai toujours des semis de légumes racines qui nécessitent beaucoup d'arrosage. Donc j'ai toujours de l'eau qui arrive en fait régulièrement sous abri. Et puis je commence à couper les gouttes à gouttes à partir de mi-septembre. Mi-septembre, je laisse le tunnel tranquille. Enfin tout ce qui est légumes fruits, ça n'a plus besoin de beaucoup d'eau. Les jours de toute façon raccourcissent. Et puis à un moment donné, il faut laisser la vie en fait s'arrêter, se reposer un petit peu dans le sol, quoi. Voilà. Alors là, donc là on est dans le troisième tunnel, hein. En fait, la serre qui est la serre qu'on a vue là, en fait, c'est 4 tunnels collés en fait. Mais alors en début d'année, j'en avais 3 qui étaient bâchés. Et là j'ai le troisième là en fait qui s'est débâché suite à une tempête, et puis parce que bon voilà, il y a eu pas mal de. Enfin, c'est un point faible un petit peu qu'il y a sur mes serres. Et donc voilà, je comptais sur cette serre en fait pour produire toute l'année, et finalement cette serre s'est découverte disons en cours de printemps. Du coup on a des poivrons qui devaient être sous abri et qui là, alors là ceux-là sont sous abri parce qu'il y a une partie de la bâche qui est quand même restée. Mais en fait on voit que là où il n'y a pas d'abri, voilà. En plus, voilà, comme je savais en fait que ça donnerait pas grand chose, j'ai un peu négligé la culture. On voit là, j'ai passé la débroussailleuse juste une fois, donc c'est à dire qu'il y a eu de l'herbe très haute. Je crois même que ça a été très peu arrosé. Donc là c'est une culture un petit peu, voilà, j'implante et puis en quelque sorte j'oublie jusqu'à ce qu'il y ait des choses à récolter et puis je récolte. Là, mais bon, c'est intéressant quand même parce que là, sur cette saison, là maintenant, on va tout récolter d'un coup et puis ça va être bien. Et puis donc à côté, j'ai une planche avec, normalement, c'est donc voilà, c'est des haricots verts grimpants. Alors là, on les voit en fait, vu que les haricots verts en plein champ en fait ont bien commencé, j'ai complètement laissé tomber en fait la récolte de ces haricots-là. Et puis d'ailleurs, je vais les garder pour faire de la graine, hein. Le haricot est jamais perdu. Parce que les graines de haricot valent très cher. Donc soit on les récolte, soit on les vend en frais. Donc c'est le but normal du maraîcher. Et si on n'a pas le temps de tout récolter, c'est pas grave, on laisse sécher. Et puis on prend le temps de récupérer les graines. Les graines valent très cher. C'est vraiment rentable de récupérer ça. Alors par contre j'étais assez déçu parce que normalement il y avait donc une planche entière de haricots. Et ben c'est pareil, oui, c'est une planche que j'ai installée alors que le tunnel venait de se débâcher. Donc elle a subi des dégâts d'une grosse tempête en fait, enfin d'une grosse pluie.
Et en gros, j'ai perdu quasiment les 3/4 des plants de haricots en fait, que j'avais installés. Ce qui fait que c'est voilà, c'est extrêmement... enfin, il y a beaucoup de trous. D'ailleurs, c'est des trous que j'ai complétés avec des plants de tomates. Bon, c'est pareil que je laisse, que je n'ai pas arrosé. Donc on voit que sans arrosage, sans soin, ça donne rien. Hein. C'est-à-dire que ça donne quelque chose de tout petit. Comparé à ce qu'il y a sous abri là-bas, la hauteur des plants, leur état sanitaire est bien meilleur. Et je suis sûr que même ce genre de plants doivent être beaucoup plus fragiles par rapport à la tuta, à moins qu'ils soient moins attirants parce qu'ils ont moins d'odeur, moins de volume. Mais voilà. Et alors ici là, c'est la dernière partie. Alors là par contre là c'est arrosé au goutte à goutte. Alors il faudrait que je passe un peu désherbé, mais c'est les melons. Voilà, c'est des melons qui vont donner dans pas trop longtemps. Hein. On voit les melons qui sont là. Bon, je compte sur ces melons là d'ici fin août en fait, hein, fin août septembre. Mais bon là c'est des planches de 50 mètres. De mémoire, il y a moyen de récupérer au moins 200 voire 300 kg. Hein. C'est vraiment, ça produit beaucoup le melon. Hein. Donc c'est assez rentable. Là il y a juste un petit peu de nettoyage à faire et ce sera bon. Voilà. Donc là ici, donc là il y a des courges. C'est essentiellement des pâtissons et puis des courges japonaises, en fait, des potimarrons d'Hokkaido et puis je me demande s'il n'y a pas des Jack Billital aussi ici. C'est pas des trucs japonais, mais voilà. Et par contre, j'ai quelques expériences en fait qu'on aurait dû réussir beaucoup plus. Mais on voit par exemple ici c'est de la pastèque. Ça c'est un plant de pastèque. Hein. Donc on voit les feuilles sont très différentes du melon ou des autres courges. Hein. C'est des feuilles très étiolées. Donc c'est pareil, ça va donner des pastèques en septembre. Et là à côté, là, on a des plants de physalis. Alors la physalis, hein, c'est l'amour en cage, c'est les coquerets du Pérou. Alors ça c'est une culture, on la laisse se développer comme elle veut. Et en plein champ, j'ai toujours remarqué que on avait vraiment des physalis qui avaient bien meilleur goût que sous abri. Sous abri, on peut en avoir beaucoup plus tard. Mais au niveau goût, rien ne vaut les physalis en plein champ. Donc là, j'en ai quelques pieds, voilà. Et j'aurais dû les implanter beaucoup plus tôt. Ça, c'est du semis que j'ai fait moi-même, un peu tard. Mais ça donnera des bonnes physalis en septembre, septembre, octobre. Ici, on a quand même une arrière-saison qui est très, très douce en fait. Donc il y a moyen de récolter quand même ces légumes-là sur 2 mois et que ce soit rentable économiquement. Parce que c'est toujours le problème. Hein. Moi, c'est pas que pour me nourrir moi, c'est pas pour l'autonomie. C'est que derrière, il faut que je raisonne en termes de SMIC horaire, en termes d'intérêt économique. Hein. Il faut toujours avoir un équilibre en fait pour qu'on perde pas de temps sur les cultures, que ce soit rentable. Voilà. C'est pas une culture, mais c'est quelque chose d'intéressant. J'ai vite cerné quand même qu'un des gros problèmes en fait pour le maraîchage, c'était d'arriver à faire en sorte d'avoir des serres qui tiennent aux tempêtes. Alors je maîtrise, encore jusqu'à aujourd'hui, je suis pas très fort pour la tension sur le plastique et c'est quand même là qu'il va falloir que je travaille. Mais une des choses que j'avais pensé, puis que j'ai faite, c'est que j'ai créé une haie brise-vent. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'osier. Et l'osier, alors j'en ai trouvé pas trop loin d'ici, là, dans un fossé en fait. J'ai coupé des brins et je les ai plantés dans le sol. Il y a un paillage plastique là, hein, qu'on voit plus, hein, qui est complètement recouvert par l'herbe. Et je crois que c'était il y a 3 ans. Hein. Donc en 3 ans, ça donne des plantes là, qui font 4 mètres de haut, 5 mètres de haut. Et donc qui, notamment l'hiver, vont faire une sorte de mur brise-vent. Et donc ça c'est intéressant. Voilà. Alors on peut pas faire des paniers avec ça. Hein. Pour faire des paniers, pour faire de l'osier pour la vannerie en fait, il faudrait que je coupe les plants à une certaine hauteur et pour que ça regîte en fait. Voilà, c'est une culture à part en fait, hein, vraiment. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai fait. Et puis alors j'ai implanté parmi l'osier en fait, parce que je me suis dit il est probable qu'à un moment donné je coupe quand même, parce que ça, on va pas laisser ça monter au ciel. Il y a un moment donné, il faudra gérer ça. Et j'ai mis des arbres de haute tige, donc j'ai mis des châtaigniers en fait, régulièrement, qui poussent parmi les osiers. Donc en fait, la haie brise-vent va devenir quelque chose de diversifié entre de l'osier et des châtaigniers. Il y a aussi quelques cassissiers, dire qu'ils n'ont jamais rien donné, je crois. Hein. Je sais pas si on peut voir, mais
Non, il n'y a pas eu de cassis. Il n'y a pas eu de cassis. Faudra que je les déplante cet hiver, puis les remettre ailleurs. Voilà. Alors, là, on va parler un peu matériel. Ça va intéresser autant les maraîchers que les jardiniers amateurs, les gens qui veulent un peu d'autonomie chez eux dans leur jardin. Pour moi, voilà, les semoirs en ligne qui sont précis, c'est vraiment l'outil indispensable pour gagner beaucoup de temps, pour être efficace sur le désherbage, sur le binage. Ça donne un bon repère sur comment travailler en fait en maraîchage. Alors, j'ai deux semoirs Ebra. Donc c'est Ebra, donc c'est près d'Angers. Donc c'est une petite boîte qui fabrique des semoirs. Alors ça c'est un semoir en fait que j'ai acheté il y a 10 ans. C'est mon meilleur semoir. Voilà. J'ai acheté en fait le modèle plus récent, pensant d'après les vidéos qu'il serait mieux. Et en fait il est vraiment moins bon. Il est vraiment moins bon parce que tout simplement avec ce semoir là on a une vraie force en fait pour pousser le semoir. On a une vraie capacité d'appui en fait sur la roue avant, alors que sur ce semoir là, en fait, le guidon là ici donne pas la force directement sur la roue avant, et du coup on a vraiment des difficultés en fait pour avancer sur sol, parfois un petit peu pas dans des conditions optimales. C'est-à-dire que ce semoir là il marche très bien quand on veut semer derrière un travail au motoculteur dans une bonne terre, et puis un travail au cultirato. Mais travailler sur des buts, travailler à plat, derrière, oui, il peut y avoir un peu de motte, dans des conditions plus compliquées, celui-là il est complètement inopérant, et celui-là est bien meilleur. Alors, ces deux semoirs-là, je les utilise pour semer toutes les graines de légumes racines. Alors, moi je fais beaucoup de légumes racines, beaucoup de carottes, beaucoup de panais, les betteraves, voilà, tout ça c'est semé comme ça, les épinards, les radis, voilà. D'ailleurs, ce semoir-là ne me sert que aux radis finalement. Voilà, les radis. Parce qu'il a l'avantage, c'est vrai, il a l'avantage de pouvoir être tourné comme ça. On peut le tourner comme ça, voilà. Ça évite en fait de le soulever comme l'autre. Mais bon, au final, je m'en serais bien passé. Et puis alors, ce semoir-là, c'est le semoir Sender. Alors, c'est un semoir en fait qui va me permettre de semer en poquet. C'est-à-dire ça va semer tous les 50 cm à peu près un paquet de graines, et ça je m'en sers pour les haricots. Et donc je suis assez content, mais je préfère semer à la main au final. Voilà, pour les haricots, finalement il y a la moitié des haricots que je sème à la main avec un outil japonais, là, enfin, je vous montrerai. Et donc en fait au niveau des semoirs, voilà, ça c'est vraiment le meilleur pour tout ce qui est légumes racines, et puis ça je l'utilise pour les haricots. Voilà. Alors maintenant, là, on va parler des houes maraîchères, en fait. Voilà. Alors ça, c'est la houe qu'on appelle type Magellan. Voilà, c'est Magellan, parce que je crois que c'est un catalogue, en fait, qui proposait ça depuis longtemps. Donc c'est une houe assez traditionnelle, qui marche très bien. Alors après, voilà, les lames initiales, en fait, sont assez fragiles. Et donc moi j'ai remplacé en fait la lame initiale par une lame de tondeuse, et puis on soude ça sur des pattes, et là j'ai quelque chose de costaud. Et donc ça s'utilise en fait le long des lignes en fait de semis, en faisant ce mouvement là, c'est un mouvement de sarclage oscillant. Voilà. Alors ça c'est un outil qui est très efficace, mais qui n'est pas très précis quand même. Alors ensuite, il y a cet outil-là. Cet outil-là, c'est un outil récent qui est construit par TerraTrek. Alors honnêtement, j'en étais très déçu. Très déçu parce que finalement, ça ne permet pas d'avoir la précision que j'attendais. En fait, on pense gagner du temps en travaillant les deux côtés en même temps. Mais en réalité, ce qu'il faut, c'est travailler côté par côté en étant le plus précis possible. Et donc cet outil-là, je l'utilise très très peu. Je l'utilise sur quelques petites parties d'itinéraire technique. Par exemple, sur les pépinières de poireaux, c'est là à chaque fois que je m'en sers un petit peu. L'hiver, je peux m'en servir aussi sur quelques petits semis de mâches, de betteraves, d'épinards. Mais je m'en sers très peu. Et voilà, et vraiment je déconseille en fait
je déconseille cette forme d'outil là, en fait, avec deux roues, et de travailler en fait les deux rangs en même temps. Vous allez perdre beaucoup trop de temps sur le désherbage après qu'il faudra faire à la main. Et l'outil qu'on utilise le plus, qui fait le plus d'heures de vol, bah, c'est ça. C'est une houe. Alors c'est artisanal, hein, c'est tout simple. Mais bah voilà, là c'est une lame inox, voilà. Là on voit bien, elle est très usée, hein. Elle a servi beaucoup. Et avec ça, en fait, bah, on est droit, on voit bien ce qu'on fait, et quand on avance, eh ben, on est ultra précis. Et donc on peut vraiment suivre les lignes de carottes, les lignes de betterave. Et c'est un outil qui est très simple, très maniable. Voilà, ça c'est l'outil extraordinaire en fait que j'ai sur la ferme. Et ça c'est un amateur hein, qui a construit ça, c'est un Vendéen. Et puis j'ai trouvé ça sur le Bon Coin, puis j'en ai acheté deux. Alors pour donner une idée de prix, hein, ça j'ai acheté ça 400 euros. 400 euros, mais avec plein d'outils, hein, il y a vraiment beaucoup d'outils. Ça vaut quasiment 1000. Voilà. Et puis là où Magellan, je pense qu'aujourd'hui ça vaut 500-600 euros à peu près. Hein, donc voilà le prix enfin, un petit peu de ces machines-là. Mais bon, c'est quand même des machines qui font beaucoup d'heures de vol. Hein. Quand on est en maraîchage, il faut vous dire que de toute façon, dès qu'on utilise un outil manuel, avec des lames en acier, on sera toujours 5, 6, 10 fois plus efficace qu'à la main. Donc moi, j'ai cette stratégie de me dire, il faut tout faire pour éviter ce temps passé à arracher les légumes à la main. Donc si on peut utiliser des outils métalliques à un moment donné pour gagner en vitesse, eh bien on le fait. Et ça, c'est des outils vraiment basiques. Donc moi, si j'ai un conseil à donner aux gens qui veulent de l'autonomie chez eux, du jardin, eh bien, vous travaillez le sol comme vous voulez, motoculteur, vous occultez le sol, vous utilisez la grelinette, voilà, bon. Mais pour tout ce qui est, pour la plupart des légumes racines, en fait, il va vous falloir un semoir en ligne directe, il va falloir ce genre d'outils, des houes, quoi. Et avec ça, vous serez très efficace, vous ne passerez pas beaucoup de temps comment dire, dans votre jardin pour cultiver ce qui va vous nourrir. Voilà. Alors voilà. Donc là ici, on est sur la première grosse parcelle qui vient immédiatement après le hangar. Donc c'est une parcelle qui fait 65 mètres de long, 70 mètres de long sur 15 mètres de large. Et donc là c'est la parcelle cette année que je consacre aux légumineuses. Et donc surtout haricots verts, haricots mi-secs. Et donc on voit plusieurs séries qui s'enchaînent. La série qu'on est en train de récolter, c'est cette série-là. C'est une série qui a été semée début mai, hein, toujours au niveau pour respecter les sunglasses en fait. Hein, donc on met les haricots dans une terre chaude. Hein, de toute façon, c'est avec une terre chaude. Et donc là, on a récolté beaucoup de haricots en fait. Hein, voilà. Donc là, on voit, là, il y en a un petit peu moins. Là, c'est quasiment le dernier passage en fait pour lundi. Là. Lundi, je pense que c'est la dernière fois. Et puis on a la deuxième série de haricots. Alors là, tiens, c'est des haricots beurre. Voilà, les haricots beurre. Ce sont des haricots jaunes, voilà, comme ça. Voilà. C'est vraiment chouette. Il y a des haricots beurre et aussi, on va voir, il doit y avoir des haricots verts sur cette série-là. Alors non, c'est pas encore démarré. Ah si, c'est là, voilà, voilà. Et là, on a les haricots pongo. Voilà, on a les deux haricots. Alors le jaune, c'est du major et ça, c'est du pongo. Donc c'est des haricots qui sont excellents. Alors ce qu'il faut savoir sur les haricots, alors là, c'est un champ qui est entièrement travaillé avec le cheval. Voilà, c'est des buts espacés de 75 à 80 cm. On est passé un petit peu à la main pour désherber, mais vraiment très peu de temps finalement. Pour toute la surface, là, il y a eu, je sais pas, 4 heures de travail manuel, 5 heures de travail manuel, c'est quand même très peu. Et puis il y a eu, je sais pas, il y a peut-être 2 heures, 3 heures de traction animale sur plusieurs étapes. Hein, puisque bon, les premières buttes. Bon, avec un cheval en 1 heure, on fait quasiment 2000 m² de but, 2000 m² de travail. Hein, donc là on a un champ qui fait même pas 1500 m², et j'ai travaillé à chaque fois que 500 m² en fait. Donc je passe 20-30 minutes dans le champ, et puis en plus on est tout près de la tâche des chevaux, donc c'est vraiment facile. Dans le champ de légumineuses. Alors là, c'est la série des mi-secs. En fait, il y a 2 séries de haricots mi-secs. Donc il y a la première qui est là, et la deuxième. On voit bien les différents stades. Alors, la logique qu'il faut avoir, c'est que quand on sème des haricots verts, on a la récolte qui démarre 2 mois plus tard. Quand on sème des haricots mi-secs, donc des cocos, hein, des cocos blancs, ou alors là c'est des Big Borlotto, eh bien on a la récolte 3 mois et demi après. Donc ça veut dire que c'est une culture qui va être plus longue,
Et donc il faut davantage prendre de soin pour l'herbe. Alors là par exemple, là, on a passé vraiment, on a passé un peu plus de temps. Enfin, c'est d'ailleurs sur cette parcelle-là qu'on a consacré l'essentiel du temps manuel en fait pour désherber une fois qu'on a utilisé tous les outils qui étaient disponibles avec le cheval. Voilà. Et donc là c'est pareil, ça quand on voit un champ comme ça, avec une telle verdure, avec un tel développement de feuillage, la réussite de la récolte, elle sera là, il n'y a pas de souci. Et chose importante, voilà, la réussite d'un champ de légumineuses, ça va dépendre de l'arrosage au stade fleur. Voilà. Comment dire, quand on sème des haricots, il faut les arroser 1 ou 2 fois pour que ça germe d'une façon équilibrée. Et ensuite, après, vous faites que du binage pendant 1 mois, 1 mois et demi, jusqu'au stade fleur. Et une fois que vous arrivez au stade fleur, alors là, vous arrosez tout ce que vous pouvez. Plus vous arrosez, plus vous aurez de rendement. Hein, on peut passer de 500 grammes au mètre carré à 2 kg au mètre carré, selon la qualité de l'arrosage. Et comme ça, comme c'est une légumineuse, ça produit en fait, enfin ça accueille en fait les bactéries qui vont amener de l'azote dans le sol. Donc ça auto-fertilise le champ. Donc s'il n'y a que de l'eau à installer, il faut le faire. Voilà. Alors là, j'ai implanté des cerisiers. Il y a 8 ans maintenant, 8-9 ans. Honnêtement, si j'ai mangé 10 kg de cerises depuis qu'ils sont installés, c'est le grand maximum. Ouais, c'est une grande déception quand même les cerisiers. Je pense que la faute qu'il peut y avoir, c'est que finalement ils sont beaucoup trop en plein champ, en plein vent, et que par ici en fait les cerisiers donnent un peu plus en fait quand ils sont abrités par d'autres arbres. Donc typiquement là c'est peut-être une grosse erreur. Je vais peut-être les laisser en place encore 1 ou 2 saisons, mais il y a des chances que je les déplace ou que je les coupe pour regagner de l'espace en fait pour cultiver des légumes. À côté par contre il y a un truc qui marche très bien, c'est les figues. J'ai implanté des figues. La variété de figues que j'utilise, enfin que j'ai implantée, c'est les figues noires rondes de Bordeaux. C'est des figues qui sont très sucrées, très noires, pas forcément de très gros gabarit. Là, on les voit, là, elles sont en train de se former. Et je commence à les récolter fin août, et puis septembre, octobre. Hein. Et là, j'en ai vendu pas mal déjà. J'en ai vendu beaucoup, et plus ça va aller, plus ça va être crescendo. C'est vraiment. Et puis là, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas grand chose à faire d'autre que couper l'herbe. C'est vraiment facile à faire ça. Donc cette haie là, par contre, je vais la garder très très longtemps. Hein, je pense que j'enlèverai la haie de cerisier. Et d'ailleurs, oui, ça c'est intéressant, c'est que ici il y a un chemin en fait que j'utilisais traditionnellement pour aller vers l'étang, pour aller vers la partie basse du jardin. Et donc voilà, je me suis dit bon je vais mettre une rangée d'arbres de chaque côté. Et en fait, c'est une très grosse erreur. Parce que quand on a des chevaux, les chevaux, ça peut être intéressant en fait de les mettre entre une haie d'arbres fruitières et puis aussi le bord de la ferme en fait. Donc là, le problème, c'est que je me retrouve en fait avec une partie enherbée là ici qui n'a jamais de solution pour être broutée par le cheval. Donc c'est quelque chose. Donc ça, c'est une partie. Il faut toujours que je fauche. Alors que finalement, si j'avais mis la haie de cerisier peut-être plus au centre de la ferme ou enfin dans un autre endroit que là, eh bien toute cette partie là jusqu'à la clôture qui me sépare avec le voisin, certains hivers, certaines parties de l'année, elle pourrait être entièrement gérée par le cheval. Donc en fait, évitez de mettre 2 lignes d'arbres en parallèle, parce qu'il faudra toujours vous dire que l'espace entre les lignes d'arbres, vous ne pourrez jamais les gérer avec des animaux, hein, parce que ce sont des arbres fruitiers, donc les chevaux vont facilement les manger, il faut les protéger des chevaux. Donc ça c'est quelque chose, vraiment je vous conseille de ne pas le faire chez vous ça. Voilà. Alors ici ce sont les courgettes, c'est les courgettes que je suis en train de récolter. Donc c'est des courgettes, c'est les premières courgettes que j'ai mis en plein champ, hein, et puis bon ça donne sur pratiquement 2 mois et demi. Hein. Donc vous voyez c'est une toile tissée. Hein, et puis j'ai même mis sur le bord, là j'avais mis des choux brocolis. C'est des choux brocolis qui normalement auraient dû être sous abri et qui auraient dû produire tous les choux en juin, début juillet. Et comme j'avais pas de place sous abri puisque j'ai perdu quelques bâches sur ma serre, du coup je les ai mis en plein champ. Et c'est seulement maintenant que ça donne. Mais par exemple voilà, ça c'est quelque chose que je referai pas l'année prochaine parce que ça n'a pas tellement d'intérêt en fait l'été. Il y a très peu de gens qui veulent des choux et puis ça produit vraiment peu. Hein.
Je pense que j'ai à peine payé le prix des plants avec ce que j'ai récolté, c'est pas terrible. Voilà. Et puis là les courgettes, bah, j'essaye. Alors voilà, les courgettes quand on est maraîcher, alors c'est sûr qu'on peut passer tous les jours pour les récolter au stade, on va dire, de cette taille-là, et puis pour que ce soit homogène. Mais moi je peux pas faire ça, je récolte tous les 3 jours, enfin je récolte 2 fois par semaine en fait, hein, avant les AMAP, hein, c'est le lundi soir et le jeudi soir. Et puis maintenant, s'il y a le marché du samedi, donc il y a le vendredi aussi où je peux refaire une petite récolte. Mais bon, en passant tous les 3-4 jours, en fait, eh ben, j'arrive à avoir des grosses courgettes et aussi des petites. Et en fait, je récolte beaucoup des petites courgettes. Je trouve que ça produit autant finalement que des grosses. Et puis bon, c'est plus appétant pour les clients, quoi. C'est comme ça que je fais les choses. Et les courgettes cette année, d'habitude je produis beaucoup de courgettes. Cette année, bah, il y a une partie des plants qui ont été bouffés par des limaces. C'était pas une très bonne année pour les courgettes. Donc j'ai vendu toutes mes courgettes en fait au détail. En fait, j'ai pas mis de courgettes dans les paniers AMAP. En fait, j'ai 100% vendu les courgettes au détail. Et puis c'est bien parce que ça me permet de mesurer l'appétence qu'a ce légume en fait pour les gens. Puisque dans mon système de vente, voilà, j'impose des légumes dans les paniers. Et puis finalement, j'ai d'autres légumes que je propose que les gens peuvent acheter en plus. Et ça me permet de voir si finalement les gens cette année-là, ils ont envie de courgettes ou ils n'ont pas envie de courgettes. Je pense que la courgette, ouais, c'est pas un légume, même sur le marché, c'est pas, j'en vends pas tant que ça au final. Voilà. Suivante, donc là c'est la parcelle des carottes. Voilà. Donc c'est une parcelle vraiment gigantesque. J'ai jamais semé autant de carottes hein, cette année, j'ai vraiment réussi. Donc là, j'ai formé des buts avec le cheval, des buts espacés de 60 cm. Et en sommet de but, ben, j'ai semé des lignes de carottes qui là ont été complètement désherbées. Hein. Il faut savoir que voilà, la carotte, le gros problème en fait, c'est de gérer le désherbage en fait, sur la ligne au moment où il faut. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment en juillet en fait, que se passe cette bataille. Et là, oui, je peux dire qu'elle est gagnée, quoi. Donc là, on a une première série de carottes et puis une deuxième qui s'enchaîne. Hein. Au total, il y a 4,5 km de lignes de carottes. J'espère sortir 20 tonnes de carottes, hein, parce qu'il y a à peu près 3000 m² en fait, hein, de carottes. Et bon, si on réussit vraiment enfin, avec le maximum de densité possible et le maximum d'arrosage, on peut, je pense, produire 100 tonnes de carottes à l'hectare. Bon, là, je pense que vu que j'ai espacé un petit peu plus, je peux viser 60 tonnes à l'hectare. Donc 60 tonnes à l'hectare, si j'ai 3500 m², ça veut dire que je peux peut-être produire 20 tonnes de carottes. 20 tonnes de carottes, en admettant que je les vends en moyenne 2 € le kilo, ça fait potentiellement 40 000 €. On va réduire à 30 000 parce que bon, il y a toujours de l'aléatoire. Mais 30 000 €, c'est intéressant parce que j'ai consacré à peu près 4 000 € de temps de désherbage salarié pour ce champ de carottes. Donc il a fallu payer les graines, il a fallu que je me paye en quelque sorte aussi pour faire ce travail, pour faire les buts. Mais finalement, la mise initiale, en fait, c'est de l'ordre de 5-6 000 € pour peut-être arriver à vendre 30 000 voire 40 000 €. Il y a encore beaucoup de travail hein, derrière, parce que le gros du travail, ce sera la récolte, ce sera le lavage, le conditionnement et puis toute la partie export. Donc ça, c'est une partie pour l'hiver, on va dire. Mais c'est une culture qui sera forcément vendue en fait. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, je les vends en AMAP et je les vends sur les marchés au prix fort, c'est-à-dire à 2,50 ou 2,60 le kilo. Dans le pire des cas, je peux la vendre en restauration collective à 1,20 € le kilo, hein, des grosses carottes. Hein, si ça donne des très grosses carottes, je les vendrai à 1,20 € le kilo. Mais en fait, d'un coup, je vais livrer une tonne. Hein, donc en fait, c'est rentable. En une journée, hein, seul, je peux quasiment mettre en œuvre une tonne de carottes que je charge dans le camion. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment et puis ouais, c'est spécifique un petit peu de ma ferme parce qu'il y a très peu de maraîchers qui font autant de carottes. Je me spécialise un petit peu dans les carottes. Voilà, je me spécialise dans ce qui est difficile. Voilà. Pour gagner sa vie dans le maraîchage, il faut faire des choses que les autres font pas trop en fait. Et ça, oui, c'est vraiment ce qui me rapporte de l'argent. Voilà. Je vous montre un petit peu la logique de travail. Tout à l'heure, je vous ai montré les semoirs, les outils en fait pour travailler le sol, pour désherber le plus vite possible.
Et donc là, on voit ces étapes. Donc là, c'est la deuxième série de carottes, la dernière série de carottes. Hein, c'est des carottes que j'ai semées le 2 ou le 3 juillet. Hein. Je les semais tôt par rapport à d'habitude, mais c'est bien. Et donc là, en fait, on voit que une fois que les carottes ont levé, en fait, j'ai demandé à mes salariés en fait, de passer avec l'outil métallique ici, le plus près possible de la ligne. Hein, donc ils étaient comme ça avec leur houe, hein, et puis ils ont été très précis. Je crois qu'à deux, hein, ils ont mis une journée à faire tout cet espace-là. Donc c'est quand même efficace. Et puis après, j'ai un salarié qui a travaillé samedi. Et samedi, ah oui, il était accompagné d'une collègue. Donc à deux, ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, ils ont fait 9 lignes. 9 lignes de 50 mètres. Donc ça fait quasiment 500 mètres en fait. Hein. C'est bien en fait. Hein, en général, moi je table sur un temps de désherbage sur la ligne de l'ordre de 40 mètres à l'heure. Entre 25 et 40 mètres à l'heure. Voilà. Et là, on est carrément au-delà en fait. C'est-à-dire qu'on est presque à 60, on est pratiquement à 60 mètres de l'heure. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Et le champ sera entièrement désherbé d'ici mardi en fait. Voilà. Donc ça veut dire que le chantier carotte sera propre, en fait, complètement propre à partir du 5 août, du 6 août. J'ai jamais réussi ça hein, avant. Là, ça n'a jamais été aussi propre. En fait, hein. Et donc là, on va se retrouver. Donc moi, je vais me retrouver dans une configuration où, quand les carottes grossissent, là, j'ai un bel espace pour passer avec le cheval. Et donc là, je vais pouvoir biner avec le cheval 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et ça permettra de lutter contre la mouche de la carotte. Et ça permettra que le sol soit bien meuble et que l'eau pénètre bien au niveau des carottes et que les carottes soient très grosses pour l'automne. Voilà. Les carottes, ce sont les fraises. Voilà. Alors là, c'est des fraises remontantes, c'est la variété Syrafine. Hein. Devant vous, là, il y en a 5000 fraisiers Syrafine. On les a implantés à l'automne 2019. Et donc là, c'est leur première saison de production. Hein, et on peut voir en fait qu'il y a vraiment, en ce moment, on est un petit peu dans un pic quand même de fraises. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment des très belles fraises. C'est de la fraise qui est très goûtue. Et donc il faut beaucoup l'arroser pour que les fleurs se transforment en gros fruits en fait. Hein. Et puis voilà, là on est en train de les désherber en fin de compte, hein, parce qu'il y a pas mal d'herbes. Le problème du plastique, c'est que les herbes qui poussent dans les trous, elles n'ont pas de concurrence avec les autres herbes. Du coup, elles grossissent très vite et donc il faut quand même être très vigilant pour ne pas se laisser déborder, quoi. Mais c'est pareil, en termes de temps de travail, c'est très raisonnable. Je crois qu'en 2-3 heures, là, ils vont entièrement terminer en fait, ce nettoyage. Et là, ça va me permettre d'avoir des fraises jusqu'au mois d'octobre quand même. Hein, c'est-à-dire que ça démarre en juin et ça finit en octobre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les fraisiers, hein, d'une façon générale, normalement, ils produisent à peu près 40 fleurs dans une saison. Donc si c'est des fraises de printemps, ils vont produire leurs 40 fraises au mois de mai-juin, d'un coup, comme ça, voilà, donc c'est rentable, hein, la plupart des maraîchers font ça. Et puis pour le cas de la Syrafine, ça va produire 40 fleurs étalées sur 4 mois en fait. C'est pour ça qu'on a des fraises qui démarrent en juin et puis ça va jusqu'au mois d'octobre. Voilà. Et ça, cette culture de fraisier, elle sera en place ici probablement 4 années. Donc pendant 4 ans, il faudra bien faire attention qu'il n'y ait pas de grosses herbes qui débordent. De toute façon, le fraisier va grossir, donc il y a un moment où le fraisier va vraiment gagner sur les potentielles mauvaises herbes. Comment dire, mais bon, ça va produire beaucoup hein, pendant plusieurs années. Voilà. Encore matériel. Alors ouais, je vous montre un petit peu une reconversion d'une voiture que j'ai depuis 15 ans maintenant. C'est la X des PTT. Je ne veux pas en séparer parce que c'est un moteur qui est trop solide, que je connais par cœur. C'est une voiture qui consomme 3,5 litres au 100 km à peu près. Bon, aujourd'hui j'ai renoncé à la passer au contrôle technique parce que bon, il y a les essieux quand même qui ont bien rouillé. Mais bon, plutôt que de l'acheter à la casse, eh ben, je l'ai transformé en fait en voiture multifonction, notamment pour emmener la débroussailleuse, pour emmener des caisses de légumes. Et vous voyez, j'ai viré le siège passager là, voilà. Bon, il va falloir que je mette un fond, hein, je pense un fond en bois pour que ça glisse plus facilement.
Et puis il faut que je refasse aussi l'arrière parce que la lunette arrière a explosé avec le soleil. Bon, c'est comme ça. Mais c'est très bien comme voiture, ça, c'est très bien ça. Ça va durer des années ici sur la ferme. C'est une brouette quoi en fait. Voilà, une brouette. Alors c'est une parcelle en fait qui a été mise en place au printemps. C'est la première grosse parcelle. Il y avait des petits pois. Voilà. On a récolté beaucoup de petits pois en fait au printemps. Alors là il en reste là, qui sont secs. D'ailleurs c'est comme les haricots en fait, hein, c'est jamais perdu en fait. C'est-à-dire que si actuellement si je veux vraiment récupérer tout là, ça peut être intéressant de récupérer ces graines. Hein. Ça vaut assez cher les petits pois. Et puis c'est des graines que je peux planter l'année prochaine. Quoi. Hein, je pense que les jardiniers, les maraîchers qui veulent tendre vers l'autonomie, les graines de légumineuses, c'est vraiment ce qui est le plus facile à faire et ce qui donne aussi de la valeur ajoutée parce que c'est des graines en fait qui vont finir par donner des plants qui vont s'adapter à votre terroir, à votre climat. Et donc d'année en année, vous aurez davantage de résultats. Bon après il faut avoir le temps de faire tout ça. J'arrive pas à toujours tout faire. Ici là on a les échalotes. Donc les échalotes, voilà, on est au stade où il faut juste les récolter. Hein. Donc il y a de l'herbe un peu partout, mais c'est pas grave, c'est fini. Hein, de toute façon elles ont très bien réussi. Là. On a vraiment des belles échalotes. Hein. Je crois que j'ai implanté 40 kg de semences d'échalotes. Hein, et je n'ai pas trop idée de ce que je vais récolter, mais il y a peut-être 400 kg. Hein. En général, on fait facilement x10. Hein. Vous mettez 40 kg d'échalotes, vous avez x10 minimum. Hein, donc 400 kg d'échalotes. Et quand on les vend à 7 € le kilo, bon, ça fait quand même pas mal d'argent derrière. Hein. Voilà. Et on n'y passe pas beaucoup de temps, hein, parce que là il y a eu l'implantation qui a été longue, parce que il faut mettre les toiles tissées, il faut mettre les échalotes dans les trous, enfin c'est pas très long. Et puis il y a eu juste un tout petit peu de désherbage en fait dans les trous. Et puis j'ai géré les passe-pieds une fois à la débroussailleuse. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc c'est vraiment une culture qui est assez simple. À côté, on a les Oca du Pérou. Alors les Oca du Pérou, là, oui, il va falloir que je les arrose là, parce qu'ils sont un peu secs. Mais bon, c'est pas très grave de les laisser un peu comme ça là maintenant, parce que de toute façon, c'est un légume finalement qui va grossir à partir de fin octobre et en novembre. Donc en fait, c'est un légume qui peut végéter pendant l'été sans trop d'arrosage. Et en fait, bon, il y a un moment quand même à partir de mi-août, fin août, on commence à réarroser. Et là, il va former les tubercules et ça donnera des beaux Oca du Pérou qu'on récoltera seulement en décembre. Hein. Je n'ai jamais réussi à en avoir avant. Hein. En avoir, je sais pas, fin octobre ou en courant novembre, non, il n'y a rien. Il y a juste des plants comme ça. Mais ça, c'est une culture qui plaît quand même. Hein. Je suis content de la faire. Et puis j'ai 3 variétés d'Oca du Pérou. J'ai des jaunes, des rouges et des blancs striés rouges. Alors ensuite, on a les oignons. Alors là, les oignons, ouais, il y a 6000 oignons hein, répartis sur 8 planches. Alors là, comme j'ai beaucoup arrosé cette parcelle parce qu'il y avait des petits pois, puis moi à côté il y avait des salades, hein, les eaux d'arrosage arrivaient des deux côtés. En fait, il y a 2 lignes d'asperceurs hein, qui encadrent ce champ. Et du coup, là, on voit quand même qu'on a des oignons, c'est énorme quoi. C'est vraiment énorme. Hein. Voilà. Faut pas beaucoup pour faire 1 kilo. Hein. Je pense qu'on fait 3-4 kg du mètre carré là, quasiment quoi. Hein. Donc là maintenant il n'y a plus que la phase récolte. Voilà, c'est la phase récolte et vente. Hein. Donc pendant l'été en fait je récolte ces légumes là au fur et à mesure que je les vends. Puis à un moment donné, dès que le désherbage est fini, avec mes salariés hein, qui restent l'été, il y a un moment donné on passe sur la mise en réserve de ces légumes. Voilà. Alors donc juste à côté des oignons, on va retrouver, alors c'était là où j'ai passé la débroussailleuse là, c'était là qu'il y avait la pépinière de poireaux. C'est pour ça que là il n'y a plus rien. Et puis sur cette pépinière de poireaux, sur les passe-pieds, vu que c'était un endroit que je savais que je mettais beaucoup d'eau, j'y ai mis des salades. Et donc j'ai plusieurs séries de salades qui s'enchaînent. Donc la règle au niveau des salades, c'est que quand on implante une série de salades, on bine la série précédente. Voilà. Et donc j'implante des salades toutes les 3 semaines. Et j'en perds beaucoup des salades. Hein. Enfin j'en perds beaucoup. C'est une culture qui est compliquée. J'en perds à la vente. Hein. C'est-à-dire que souvent il faut amener 30 salades au marché pour en vendre 20 en fait. Hein. C'est compliqué. Et puis ici là, ça fait un peu permaculture mon truc. Hein. Ça fait un peu bazar. Il y a des aubergines. Voilà. Alors c'est des aubergines qui normalement auraient dû être sous abri, mais du fait que j'ai perdu des bâches,
et ben, je me suis retrouvé à les mettre tardivement au plein champ. Je ne sais pas si ça aboutira, parce que c'est vraiment, ça végète un peu. Mais bon, peut-être que, enfin, il y aura peut-être quelques aubergines courant septembre, octobre, on verra. C'est pas très rentable. Je verrai ça. Et puis alors, ensuite là, on a une autre série de courges en fait. Hein, donc là, bah, c'est des courges. Il y a des Jack B. Little. Donc c'est deux toiles tissées, hein, des toiles tissées avec deux trous. Donc il y a 150 trous par toile de 50 mètres. Et donc j'ai des Jack B. Little, hein, donc c'est des petites courges jaunes là, qui sont comme ça, qui sont très très appréciées hein, sur les marchés à l'automne. J'en vends beaucoup et enfin il n'y a pas beaucoup de gens qui en font. Ça a goût de potimarron, c'est vraiment très bon et puis c'est sympa à farcir. Et puis j'ai aussi pas mal de potimarrons japonais, là, les potimarrons verts d'Hokkaido notamment. Donc on verra à l'automne, mais là ouais je suis content, hein, j'en ai beaucoup. Donc c'est très simple hein, les courges, hein. C'est voilà, faut gérer l'enherbement quoi, hein, au démarrage. Mais là c'est des courges, c'est la deuxième série de courges et on va voir par rapport à la première que en fait en termes de verdure, en termes de démarrage, eh bien, elle démarre très très bien. Voilà. Voilà la parcelle où il y a les petits fruits rouges. C'est une parcelle que j'ai implantée en 2010, hein. Ça fait 10 ans qu'elle est en place. Et puis bah, c'est intéressant, je vous montre un petit peu comment ça a évolué au bout de 10 ans et finalement bon, il ne faudrait pas forcément refaire comme ça. Donc en fait j'ai des groseilles là ici. Alors j'ai mis des toiles tissées avec des trous en fait en quinconce tous les mètres. Voilà. Alors je sais plus, je crois que de mémoire, oui, c'est facile, il y a 100, sur une toile tissée de 50 mètres, il y a 100 trous en fait, il y a 100 groseilliers, et à côté il y a du cassis. Et en fait, bah voilà, j'ai voulu grouper le cassis et les groseilles au même endroit, et puis finalement je me retrouve avec un passe-pied en fait qui est ingérable, parce qu'avec la débroussailleuse, en fait, on fait juste son chemin. En fait, on n'arrive jamais à nettoyer complètement. Et dans les trous, là où il y a les groseilliers et là où il y a les cassissiers, il y a des grandes herbes qui émergent. Et ça donne ça. Donc là, cet hiver, je déménage tout. Voilà. Et je vous conseille, en tout cas moi c'est ce que je vais faire, je vais aligner ça. Je vais faire une ligne de cassis, une ligne de groseille. Et avec assez d'espace pour soit passer avec la tondeuse, soit passer avec le cheval, soit passer avec un tracteur, avec le gyrobroyeur. Mais enfin, en tout cas, il faut pas avoir du détail à gérer comme ça avec la débroussailleuse. Ça, c'est vraiment pas à refaire. Donc, il faut toujours avoir de l'espace. Voilà, de l'espace. Donc ça, voilà. Et cette année, bah, j'ai récolté les groseilles. Il y a eu un succès. Par contre, le cassis, je crois que j'ai récolté 3 barquettes. Donc, bon, c'est voilà, oublié. Alors que l'année d'avant, j'avais... je me souviens qu'on a passé du temps à bien désherber, bien nettoyer. Bon, c'est dommage, c'est dommage. Donc ça, c'est vraiment... faut penser à la circulation humaine, en fait, hein, autour des plants de cassis, autour des plants de groseille. Voilà. Bah, on a les topinambours. Voilà. Topinambours et aussi éléanthis. Alors, je pourrais être évident de savoir lequel est lequel, parce que bon, les éléanthis, ça va donner des feuilles jaunes, et les topinambours, ça donne pas de feuilles, mais enfin, ça donne pas de fleurs. Bon, là, on les voit pas. Hein, voilà. Là, il y en a peut-être un peu beaucoup pour moi. Bon, ça, c'est le genre de légumes que, par exemple, les carottes, je sais que je les vends beaucoup à des collègues, en fait, ou je les vends aussi à l'entreprise qui s'appelle Vite Mon Marché, qui est sur Nantes. Donc, quand je leur envoie des camions de carottes et de panais, bah, en général, ils aiment bien avoir un petit peu de betterave et un petit peu de topinambour. Donc, ça permet de compléter, on va dire, les grosses livraisons, en fait, qui sont surtout à base de carottes. Mais bon, après, en vente au détail, clairement, je n'ai pas besoin de tout ça. Hein. Je pense que j'ai besoin d'un tiers ou la moitié seulement. Mais bon, il en faut, hein, par contre, parce que c'est quand même, c'est toujours intéressant d'avoir de la diversité. Il y a des gens, ils viennent chez moi parce qu'il y a des topinambours et puis parce qu'après, ils vont trouver des carottes, des poireaux, tout ça. Bah, c'est la parcelle en fait c'est la parcelle où j'ai installé les pommes de terre. Donc c'est les pommes de terre à peau jaune, c'est surtout de la Alliance. Mais c'est de la Alliance mélangée avec, il y avait de la Carpondie, il y avait de la Mayflower. En fait, c'est des semences de ferme. En fait, c'est en gros les pommes de terre que j'ai pas vendues en fait l'année passée et que j'ai ressemé directement dans le sol. En fait. D'ailleurs, d'année en année, en fait, je vais implanter de moins en moins de pommes de terre parce qu'il y a un vrai problème avec les doryphores. C'est vraiment le truc sur lequel je passe beaucoup de temps.
Et puis si c'est pour se retrouver en fin d'hiver à avoir 800 kg de pommes de terre qui sont pas partis, bah, c'est un petit peu dommage. Donc je sais que je vais en faire de moins en moins. Non, enfin en gros, je ferais ce genre de parcelle, mais pas plus quoi. Parce que les années d'avant, en gros, ce que vous avez vu sur les carottes, bah, c'était des patates. Et là maintenant, je vais essayer de chercher à réduire en fait mon nombre de mètres linéaires de pommes de terre. Alors par contre, les pommes de terre, ce sera toujours quelque chose que je travaillerai en traction animale, totalement. Je veux dire du labour jusqu'au dernier binage. Et puis par contre, alors les premières récoltes se font à la main, puis au cheval sur une ou deux buttes, voilà, pour avoir des pommes de terre nouvelles. En fait, c'est intéressant. Et par contre, une fois que la peau est bien dure et puis qu'on peut passer sur de la pomme de terre de conservation, et bien là pour le coup, j'utilise le tracteur avec l'arracheuse à pomme de terre parce que bon, on gagne du temps quand même. Et puis voilà, ah oui, puis ouais, ce qui est très important, c'est qu'il faut absolument laisser aucune pomme de terre dans ce champ-là. Puisque si l'année prochaine, il y a des pommes de terre oubliées qui regerment, eh bien les doryphores vont se mettre dessus. Et donc on va entretenir nos doryphores. Donc la pomme de terre, il faut vraiment être très très exigeant sur le fait qu'au moment de la récolte, on doit absolument récolter tout. Parce que sinon, ça pose un problème sur l'année suivante. Et il faut essayer de remettre des pommes de terre au même endroit, comment dire, en laissant au moins 4 ans. Voilà, faire des rotations très longues, quoi. Donc c'est vrai que moi, finalement, j'ai pas assez de surface pour faire beaucoup de pommes de terre. Donc c'est acté, j'en ferai moins. Voilà. Et puis bon, à la limite, toutes ces pommes de terre là, actuellement, je les vends 3,20 le kilo. Je les vends comme des pommes de terre nouvelles un petit peu. Donc c'est beaucoup plus rentable de les vendre 3,20 que de les vendre 2,40 pendant l'hiver. Et puis d'avoir les dégermés, surtout au mois de février là, ou janvier. Là, les pommes de terre, pour moi, c'est l'objectif, je vis de mon stock. Enfin, il faut que ce soit tout vendu avant fin janvier. Voilà. Et puis comme ça, l'année prochaine, là, je vais pouvoir racheter de la semence. Je rachèterai de l'Alliance, vraisemblablement. Peut-être de l'Éden aussi. J'aime bien l'Éden parce que c'est le nom de ma fille. Et puis je me limiterai un petit peu à ça. Voilà. Ça, c'est le verger. Donc c'est un verger que j'ai installé en 2011, 2 ans après mon installation. Parce que voilà, j'étais dans l'idée de fournir des fruits à mes amapiens, à mes 160 familles à l'époque, ou 140 familles. Et donc j'ai installé un verger qui est un verger presque conservatoire, puisqu'en fait compte il y a 200 pommiers avec 24 variétés de pommiers différentes. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas une réussite. C'est pas une réussite parce que tout simplement j'ai manqué de moyens sur les premières années, parce que j'ai vu mon nombre d'amapiens en fait passer de 140 à 100. Ce qui était pas mal à 100, on peut en vivre, mais en fin de compte, du coup j'avais un manque de trésorerie en fait, pour gérer ce verger sur ces premières années. Donc là on peut dire que c'est un verger qui est un peu en souffrance, qui produit très peu, en plus que j'ai pas arrosé, hein, donc je l'ai laissé un peu vivre avec la météo. Et finalement, je trouve que je passe beaucoup de temps en fait, à gérer l'enherbement que représente tout cet espace qui ne peut pas être brouté par les chevaux, hein, qui peut être que fauché en fait. Donc je suis obligé de faucher 1 ou 2 fois par an. Et quand je vois ce qu'on récolte, d'une année à l'autre, c'est assez variable, mais c'est pas très rentable. En général, je vends des pommes voilà, entre mi-septembre et jusqu'à Noël, quoi. Voilà, et puis bon, c'est des petites pommes. Elles sont très bonnes, hein, mes pommes, mais bon, c'est pas une grande réussite. Hein, et je vois tous les gens là qui veulent faire des forêts jardins, comment dire, je vois qu'en fait, s'ils prennent pas au sérieux l'implantation vraiment de leur verger, avec un goutte à goutte, avec un suivi très très pointu au niveau du désherbage pendant les premières années, ils auront quasiment pas de résultat, quoi. Ou ce sera un résultat qui viendra dans 10 ans, dans 15 ans. Donc typiquement, voilà, c'est un verger, je me pose la question tous les hivers de mettre la tronçonneuse dedans, quoi, hein, parce que, et puis à la limite de repartir sur des sions, beaucoup moins, et sur 1 ligne ou 2 maximum, hein. Mais là j'ai 6 lignes de pommiers quand même, bon, qui produisent pas beaucoup. Voilà. Donc on est à l'extrémité du verger, à l'extrémité de la ferme, hein. On a la route là. La route qui longe la forêt, là. Il y a une voiture, voilà. Et donc là, sur cette partie-là, donc voilà, donc il y a une partie en fait avec des pommes de terre. C'est la dernière parcelle de pommes de terre, c'est de la pomme de terre désirée. Tiens, je vais regarder avec vous si, pour voir un petit peu quelle taille ça peut avoir. Attends, il y a des ronces en plus là. Ah, c'est pas terrible. Tiens, on va se mettre ici, on va voir.
On va voir un petit peu, regardez. Alors, il suffit de frotter un petit peu. On va voir comment ça se présente. Voilà, c'est ce genre de pommes de terre. Oh là là, c'est beau. Regardez, c'est magnifique. Voilà. Voilà, on a des pommes de terre qui sont très grosses, tout ça. Hein. Vraiment, c'est la désirée. Ça, c'est vraiment une pomme de terre qui est excellente, qui se fait pas trop attaquer, je trouve, par les taupins. C'est vraiment bien. Hein, donc voilà, donc là, il n'y a plus qu'à récolter, en fait. Hein. Voilà. Donc là, bon, j'ai le tracteur, j'ai la machine, voilà. Ouais, regardez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, voilà. Voilà, regardez, patatas frites hein, pour cet hiver, il n'y a pas de souci. Voilà. Hein, et donc l'idée de mettre des pommes de terre ici, parce que c'est une parcelle que j'avais jamais cultivée. J'y ai toujours mis soit le tas de compost, soit les chevaux en fait. Et par contre, il y avait un peu de ronces qui commençaient à se mettre dedans parce que je faisais que faucher finalement. Puis bon, même en fauchant, en fin de compte, il y a toujours en bio, c'est le problème les ronces. Hein. Il y a des ronces qui s'installent un peu partout en fait si on n'est pas vigilant. Donc une des manières de régler le problème, c'est de mettre des patates et puis d'utiliser l'outil qu'on a vu, là, l'arracheuse à pommes de terre. Parce que quand on fait ça, là, du coup, on peut vraiment tout enlever, on enlève toutes les racines, et une fois que l'arracheuse est passée, tout est propre. Quoi. Et donc là, une fois que les pommes de terre vont être récoltées, je vais semer un engrais vert, quoi. Enfin, je vais semer une prairie, en fait, une prairie permanente, et donc les chevaux reviendront ici, voilà, sur le tour de l'exploitation. Et il est possible que l'année prochaine, je sème, enfin, j'y implante des choux, par exemple, voilà, ça serait pas bête. Bon voilà, on verra, j'ai le temps de toute façon pour choisir. Alors oui, tiens, là c'est intéressant, donc là voilà, on continue le chemin, on va pouvoir voir les autres parcelles en fait de légumes. Là ce qui m'intéresse de vous montrer en fait c'est une logique qu'il peut y avoir quand on a une grosse exploitation là comme ici. En fait c'est d'utiliser le bord de l'exploitation pour de temps en temps cultiver des légumes. Et en fait là par exemple là je me retrouve sur une longueur de l'ordre de 400 mètres. Et bien finalement je pense que par exemple l'année prochaine je vais travailler sur 5 mètres de large, sur 4 mètres de large cette partie là. Et donc je vais peut-être faire 6 buts de pommes de terre. Voilà. Par exemple typiquement pour éviter le problème des doryphores, il faut absolument mettre les pommes de terre dans d'autres endroits. Et je me dis que voilà, cultiver en fait le bord comme ça peut être intéressant. Et puis en plus je me retrouve avec un problème, c'est que c'est pareil, je fauche, mais il y a toujours l'épine noire qui pousse un peu partout, voilà. Et l'épine noire pousse parce que finalement il y a des racines qui sont sous l'herbe là, et avec des gis qui viennent régulièrement. Alors en fauchant ça calme un petit peu, mais ça ne résout pas vraiment le problème. Le problème il serait résolu quand on passe l'arracheuse à pommes de terre ou quand on passe les bineuses qui vont vraiment couper les racines. Donc de temps en temps, là où il y a des passe-pieds en fait, enfin pas des passe-pieds mais des passages en fait, ça peut être intéressant de cultiver quoi. Voilà. Une petite astuce pour installer une clôture électrique pour les chevaux. Parce que là finalement moi j'aime bien utiliser en fait, les arbres comme support, mais bon, il faut éviter de blesser l'arbre, et puis on va être confronté au fait que les arbres vont pousser. Donc par exemple sur des supports là, les supports en plastique en fait, les isolants, les isolateurs qui vont permettre de tenir le câble de la clôture électrique. Eh bien moi ce que je fais, c'est que, parce que j'ai fait les premières années, j'en ai mis dans des arbres. Puis finalement on finit par les oublier au bout de 2-3 ans, et puis on a l'arbre qui vient sur l'isolateur, et puis qui finit par casser l'isolateur. Disons que le fil vient en contact avec l'écorce, et donc il y a un moment donné il faut tout arracher. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des morceaux de bois ronds comme ça, et puis j'ai percé avec un diamètre 30 là, avec une petite perceuse, puis j'ai mis mon bâton, et puis c'est sur ce bâton que je viens mettre l'isolateur. Alors en faisant ça, je limite les problèmes de rentrée de maladie dans l'arbre, puisque en fait, dès que je fais le trou, aussitôt je le bouche avec du bois, donc bon, il n'y a pas de souci. Et finalement, l'arbre va bien cicatriser autour et va pouvoir pousser en continu. Et là, d'ici qu'il pousse de ça, là j'ai au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'isolateur il aura peut-être lâché pour d'autres raisons, quoi, pour des raisons de corrosion et tout ça. Donc ça c'est une astuce intéressante et j'ai vu ça nulle part ailleurs, donc je vous livre cette petite astuce, m'a dit une ferme des colibris. Celle en fait des échalotes, et il y a les oignons là.
Et donc c'est une parcelle sur laquelle j'avais installé en fait des porte-graines de poireaux. Alors ça fait pas mal d'années que je fais ça, je fais du poireau jaune du Poitou en fait. Alors j'en aurai très peu pour les clients cette année, mais par contre pour les années futures, je vais avoir beaucoup de graines, hein, parce que je vais sauver mon truc, enfin ma génétique. Hein. Alors, et le poireau jaune du Poitou, j'ai eu vraiment du mal à le trouver il y a quelques années. Je sais même pas si, je crois que c'est Cocopelli, hein, je pense, mais je suis même pas sûr qu'ils en aient encore. En tout cas, je vais leur proposer hein, parce que là, j'ai pas besoin de toutes ces graines pour moi. Hein, ça sert à rien que j'ai tout ça. J'en produis, je vais en vendre pour d'autres personnes. Mais ça, typiquement, voilà, le poireau, c'est assez facile à faire quand même. Hein. Il faut regrouper hein, une même variété au même endroit pour limiter les risques de pollinisation avec autre chose. Et on a une variété population qui peut être homogène et très intéressante. Après, les graines de poireau, elles se conservent 2-3 ans en fait. Hein. Ce qui fait qu'en fait, il faudrait absolument faire des porte-graines de poireaux tous les 2 ans. Quoi. Voilà. Pas forcément tous les ans, mais tous les 2 ans, il faut renouveler ces graines. Parce que sinon, on se retrouve au semis avec des semis qui sont quand même pas réguliers. Et ben, cette année, typiquement, voilà, c'était un peu mes fonds de graines. Et j'ai pas eu beaucoup de réussite au niveau de la pépinière de poireaux. Donc ça, c'est intéressant à faire. Voilà. Là, on revient sur les arbres, en fait. Hein. Donc là, on va retrouver le même problème que je vous expliquais, en fait, sur les 2 haies de arbres qu'il y a près du hangar, à savoir les cerisiers et les figuiers. Et là en fait j'ai donc une haie d'arbres noyer châtaignier, mais j'en ai 2 en fait. J'en ai 2 dont une qui n'est pas vraiment continue, hein, mais en fait je me retrouve toujours avec ce problème de qu'est-ce que je fais de cet espace en fait qui peut à aucun moment être brouté par les chevaux parce que je veux préserver absolument je veux préserver mes fruitiers en fait. Donc là typiquement voilà la haie qui est à droite là ici, hein, en plus c'est des très grands arbres. Cet hiver je vais la déplacer en fait. Enfin je vais les déplacer, voilà, je vais ne maintenir qu'une seule ligne. Il faut pouvoir avoir de l'espace et enfin, de part et d'autre des lignes pour entretenir pour maintenir propre au maximum en fait l'herbe qu'il peut y avoir autour des arbres. Voilà. C'est un gros carré hein, dans le maraîchage. C'est un carré qui ne demande pas trop de travail, puisque ce sont les choux. Donc c'est des choux qu'on implante à la planteuse, au tracteur. Donc il y en a 5000. Et une fois qu'ils sont implantés, eh bien, voilà, on bine 100% avec le cheval. Hein, c'est vraiment une culture qui se fait très très bien. Et là, on a fait le binage la semaine dernière, hein, et là c'est extrêmement propre. Hein. Cette année, les choux sont vraiment très bien partis. Ils ont eu de l'eau naturellement, on va dire, au moment où il fallait. Et là, on voit bien qu'ils progressent. Hein. C'est une plante, de toute façon, le chou qui est quand même qui a la peau assez dure hein, et qui résiste bien quand même à la sécheresse. Hein. Et puis de toute façon, ce sont des choux là qui, si en septembre là, ils reçoivent de l'eau, ils vont énormément grossir. Hein. Donc il y a beaucoup de choux-fleurs. Et puis j'ai des choux, là j'ai du chou cal, puis j'ai beaucoup de choux paumés aussi. Hein. Et ça, il y a 5000 choux, ça peut me faire presque 10 000 € de chiffre d'affaires sur l'hiver, quoi, en moyenne. Donc c'est pas négligeable pour le maraîchage. Alors, après les choux, on les voit les choux. Hein. Vous avez les courges. Une parcelle de courges, alors qui a entièrement été faite en traction animale aussi. Donc j'ai formé des buts à 80 et en fait j'ai semé toutes les 3 buts en fait. Enfin, j'ai laissé 2 espaces vides, enfin 2 buts sur lesquels j'ai rien semé. C'est-à-dire que tous les 3 buts, on a semé des courges directement dans le sol. Et puis avec le cheval, on a pu facilement gérer en fait tout l'espace qui est entre les lignes de courges. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fin de compte, il y a 5 lignes là, je crois. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a 5 lignes de courges. Donc ces 5 lignes de courges qui à un moment donné, il faut bien les désherber à la main. C'est le même temps de désherbage que des carottes. Mais bon, il n'y a que 5 lignes. Et quand on voit l'espace qu'il y a, et quand on voit aussi là c'est une culture qui est vraiment en train de réussir parce qu'on voit bien que les courges occupent tout l'espace. Il y a très peu de mauvaises herbes qui émergent. C'est bien vert. Ça vaudrait le coup qu'il y ait de l'eau là. Il y aura peut-être de l'eau, je sais pas, ce week-end là. Il y a peut-être de l'orage. Ce serait bien qu'ils aient de l'eau. Mais bon, si on regarde, de toute façon, déjà, on a des fruits qui sont très très gros en fin de compte. Regardez. Voilà, un potimarron là, de cette taille-là, c'est bien. Hein. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir des trop gros potimarrons. Hein. Pour la vente directe, il vaut mieux des plus petits, ça a plus de succès. Hein.
toutes les personnes seules, voilà, il n'y a pas des gros trucs, hein, où des fois ils savent pas trop les couper. Donc je préfère avoir davantage de plants qui vont être en concurrence les uns les autres et donner des plus petites courges qu'avoir peu de plants et qui donnent des grosses courges de 3-4 kg, c'est invendable ça. Voilà. Donc là ici on a la parcelle de Panay, hein, c'est une grosse parcelle aussi, je pense que c'est la première année que je réussis autant le Panay. Donc le Panay se vend plus cher que la carotte quand même, et c'est à peu près le même travail de désherbage que la carotte, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Après en proportion, voilà, il faut se dire que quand on fait 3 lignes de carottes, bon, bah, on va pouvoir vendre une ligne de Panay, quoi. En gros c'est à peu près ça le ratio qui peut être espéré au niveau de la vente. Et là ici là, on a des courges, alors on va les voir. D'ailleurs oui tiens, c'est Fanny, c'est toi qui les as semés. Oui. Alors voilà, voilà, donc là c'est intéressant de voir, oui, on est dans la configuration finalement des buts en traction animale, hein. Donc il y a des buts, hein, qui ont été formés avec le cheval, et puis il y a des graines de courgettes qui ont été semées tous les 60 cm, voilà. Et donc là elles sont en train d'émerger. Donc ça c'est des courgettes qu'on aura oui, mi-septembre, quoi, mi-septembre à mi-octobre, fin octobre, on devrait avoir des courgettes, quoi. C'est pareil, l'idée c'est d'avoir beaucoup de légumes fruits en fait au moment où mes clients habituels rentrent de vacances, et puis avant d'affronter l'hiver ils font le plein de courgettes, de tomates, voilà, et puis comme ça ils peuvent attaquer les choux sereinement. Donc là il y a quand même pas mal, hein. Il y a pas mal de courgettes, hein. Voilà. Alors là on va parler de quelque chose d'important, c'est l'arrosage. L'arrosage c'est vraiment primordial en maraîchage. Voilà, pour une tenue maraîchère moyenne, il faut compter 2000 à 4000 m3 d'eau par an et par hectare. Donc là, moi je travaille à peu près 3 hectares et historiquement, j'ai jamais consommé plus de 7000 m3. Voilà. Parce qu'en fait, au-delà de 7000 m3, on a une petite taxe en fait que j'ai jamais payée, qu'on m'a jamais demandé de payer parce que justement j'étais toujours en dessous des 7000 m3. Après, la taxe en question c'est 100 €, donc si on a besoin de 1000 m3 supplémentaires, on les prend, c'est pas grave. Alors, où est-ce que je trouve cette eau? C'est de l'eau qui est dans un forage à 70 mètres de profondeur. Ce forage il est par ici, il y a un tuyau qui arrive dans le petit étang qui est là. Et d'ailleurs, voilà, je vais l'actionner. Là ici j'ai ce bouton là, marche, voilà, pompe forage. Donc, et on va voir, venez voir un petit peu là. Et là on voit le forage en fait qui remplit l'étang. Voilà. Donc là le débit est pas très important, hein. C'est de l'ordre de, je sais pas, 3 m3 heure, 3 m3 heure. Et donc là j'ai une réserve d'eau de presque 200 m3 à peu près. Et donc j'ai une très grosse pompe là ici qui me permet de renvoyer l'eau réchauffée de l'étang dans les canalisations qui vont pouvoir arroser les légumes. Et la pompe qui envoie l'eau sur les légumes, c'est une pompe qui fait 20 m3. Ça veut dire qu'en gros, quand j'utilise 1 heure la pompe à plein régime, eh bien, il faut que j'utilise le forage pendant au moins 3-4 heures pour que ça s'équilibre. Et c'est vrai que, alors ce qu'il faut voir, c'est que pour 1 m3 d'eau envoyée sur les cultures, eh bien, on consomme 1 kWh. Ça veut dire que 1000 litres d'eau, ça me coûte 12 centimes. Et ça coûte à l'entreprise 12 centimes. Donc c'est voilà. Et si vous achetiez de l'eau à l'extérieur, c'est facilement 40, 50 centimes, 60 centimes. Donc c'est raisonnable de fonctionner comme ça. Voilà. Dans cet étang, cette petite mare tampon, on appelle ça, vous avez pas mal d'algues en fait qui ont beaucoup progressé en fait ces dernières années. Alors pendant plusieurs années en fait j'allais dans l'étang pour ramasser les algues. C'est d'ailleurs ce qu'on voit là ici, hein, c'est dans la petite barque, là il y a des algues. Il faut que je mette au sol, il faut que je le fasse. Et puis pour essayer de résoudre ce problème d'une façon naturelle, j'ai mis dans cette mare tampon des carpes amour. C'est l'amour blanc aussi, ça s'appelle l'amour blanc. Donc c'est des petits poissons, j'en ai mis une quarantaine. J'ai acheté ça
J'ai acheté ça où? J'ai acheté ça à Trignac, à Jardiland. Voilà, c'est Jardiland à Trignac. Et je crois que j'ai acheté ça 80 euros. 80 euros pour 40 poissons. Voilà, donc c'est pas très cher, c'est 2 euros le poisson. Donc c'est des petits poissons qui sont comme ça, mais qui dans 5-6 ans vont être comme ça. Et qui sont spécifiquement herbivores. Alors, je pense que cette année, là, j'ai déjà commencé à voir que ça se stabilise un petit peu. Mais malgré tout, je suis quand même allé dans les temps pour faire le nettoyage. Parce que le gros problème des algues, en fait, c'est que ça va finir par boucher ma crépine d'aspiration et me créer plein de problèmes de dépression au niveau de la crépine. Donc, il faut vraiment maintenir ça propre. Voilà. C'est la parcelle de céleri. Là, il y en a 1250. Hein, 1250. J'en ai semé moins, enfin j'en ai implanté moins que l'année dernière. L'année dernière j'étais à 1500, voilà, 1250 c'est bien. Donc c'est planté à la planteuse tous les 75 cm et puis après c'est géré au cheval le plus possible. Donc c'est une culture qui peut être vraiment maintenue propre. C'est une culture qui demande beaucoup d'eau, hein. Le céleri c'est beaucoup d'eau. Donc c'est généralement intéressant d'associer la proximité du céleri qui nécessite de l'eau avec des arrosages qui vont après permettre de faire lever des légumes racines. Et donc en général j'associe les céleris avec les betteraves ou alors les radis noirs. Alors voilà, donc à côté des céleris on a les semis de betteraves. Alors là je suis en train de regarder effectivement, donc les semis de betteraves en général il faut les faire avant le 20 juillet. Et là, j'ai beaucoup arrosé, donc normalement on devrait les voir. Et je les vois pas tant que ça. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Pourtant c'est encore un peu humide, donc il devrait y avoir quand même de la levée. Je sais pas trop. Il faudra peut-être que je ressème peut-être. C'est curieux. Hein. Tous les légumes racines, hein, de toute façon. Voilà, notre métier, hein, quand on est maraîcher, c'est de maintenir humide le lit de semence. Dès lors qu'on a semé les carottes, les betteraves, le panais, il faut maintenir humide tout le temps. Donc il faut arroser 2 fois, 3 fois par jour. Enfin, faut toujours être sûr que ce soit humide. Hein, et c'est souvent ce qui manque pour le jardinier. Il suffit que vous loupiez une journée, puis à ce moment-là, votre semis est fichu en fait. Hein, vous avez 60% de perte de graines, quoi. Donc c'est là l'aspect professionnel en fait. Et c'est là où quand moi j'appuie sur le bouton de mon système d'arrosage, j'envoie en 1 heure 20 000 litres d'eau sur les cultures. Donc en fait c'est là que je gagne vraiment de l'efficacité par rapport à un jardinier, quoi. Et quand on parle d'autonomie, moi je cherche en fait à produire des légumes pour des familles, hein, qui n'ont pas de jardin. Et finalement, je suis autonome en quelque sorte en prenant les reliquats, en prenant une petite partie de la production qui est destinée aux autres. Donc dans mon cas, ouais, c'est quand même assez intéressant. Je mange bien toute l'année des bons légumes, des légumes qui viennent de chez moi. Et ce qui fait que c'est vrai que dans ma vie, j'ai pas forcément besoin de beaucoup d'argent, quoi. J'en gagne suffisamment, hein, voilà, il n'y a pas de souci, mais et puis j'ai pas forcément des gros besoins de dépenses, voilà, du fait que je produis la plupart de l'essentiel de ma nourriture et que je vis sur place aussi. Voilà. Alors, on va voir là-bas les poireaux. On voit ça se faire là, ça me plaît pas là. Ah si, il y a de la betterave là, ça c'est une betterave ça. Putain, mais il n'y en a qu'une, hein. C'est pour moi ça quand même. Ouais, il va falloir que je sème un peu. Alors, là, tu vois, ce que je peux faire, si j'ai un problème de levée, c'est que je passe la flamme. Je passe la flamme, puis je ressème en fait, hein, direct. Voilà. Ouais, c'est bizarre ça. Ouais, je vois pas. Bon, ça c'est de la betterave. Recul, il y a l'ombre. Ouais, voilà, ça c'est de la betterave. Alors c'est pour, tu vois, il y en a là, cette série là, je vais regarder, c'est peut-être la qualité des graines. Là parfois on a des surprises avec la qualité des graines. Ouais, parce que là il y en a quand même, c'est bizarre. Bon, ça réussit pas tout, hein. Et puis alors là, donc on a les poireaux. Voilà, c'est des poireaux pour le coup qu'on a implanté à la main parce qu'ils étaient trop gros pour passer à la planteuse. Bon, on l'a fait ensemble, hein. J'en ai pas beaucoup, hein. J'ai pas beaucoup de poireaux, c'est vraiment, ça va pas tenir longtemps.
On peut dire que cette année j'ai un peu raté cette partie-là. Et puis je me suis intéressé un peu tard à en commander chez des producteurs de plants. Et en fait, il faut les commander enfin, en novembre, décembre, parce qu'ils prévoient exactement en fait ce qu'ils vont vendre. Puis il y a aussi du poireau qui est produit en bio avec le système de la vapeur, c'est-à-dire que pour éviter les mauvaises herbes, en fait, au moment du semis, ils chauffent le sol à 80 degrés. Et c'est un système qui brûle 5000 à 8000 litres de fioul à l'hectare. Donc pour moi, c'est pas du bio. Il faut être clair, hein, c'est vraiment la partie très très négative du bio. Je comprends pas je comprends pas qu'on autorise ça. Alors certes, ça va faire, si on n'autorise pas ça, ça va faire plus de travail, de main d'œuvre pour désherber. Mais bon, voilà, on est en train de brûler des milliers de... Enfin, pour vous donner l'ordre d'idée des proportions, c'est que, parce que c'est beaucoup utilisé aussi pour les carottes, hein, ben, pour produire 1 kg de carottes, il faut à peu près 10 centilitres de pétrole pour chauffer l'eau, qui va permettre de chauffer le sol et qui va permettre de griller en fait, les graines des mauvaises herbes. Et ça, bah, toutes les carottes industrielles, tout ce qu'on trouve dans les commerces, c'est fait comme ça. Et je me refuse vraiment à rentrer dans ce système-là. Donc cette année, bon, finalement j'ai de la chance, j'ai pas pu acheter des plants de poireaux qui viennent de ces cultures-là. Donc je reste avec mes poireaux que j'ai fait moi-même ici, qui m'ont coûté bien plus cher, certainement. Puis je vendrai mon poireau un peu plus cher parce que de toute façon, moi je pars du principe aussi au niveau du prix des légumes que si il y a une culture qui merdouille, que je ne réussis pas complètement, eh bien finalement ça m'autorise moi personnellement à vendre un peu plus cher cette culture-là. Et puis à l'inverse, bah, s'il y a des cultures qui marchent bien, bah, je peux réduire un petit peu le prix. Enfin, voilà, je fais en sorte de reconnecter un petit peu le prix au travail réel en fait au champ. Hein, et donc en s'adaptant avec mon terroir, avec ma façon de cultiver les légumes. Voilà, donc on a fait le tour. On a fait le tour de tout ce qui est culture. Là, ce qu'on peut voir derrière aussi, c'est que j'ai 4 serres, hein. J'ai 2000 m² de serre à bâcher. Hein. C'est mon grand projet là, pour la fin de l'été, pour l'automne. Si je réussis à bâcher ça, bon, bah, là j'aurai vraiment une grosse surface sous abri pour pouvoir faire des bonnes rotations de culture au niveau des tomates. Parce que là, les tomates qu'on a vues dans les serres actuelles, ça fait 2 ans, 3 ans qu'elles tournent à peu près au même endroit. Alors les tomates, ouais, c'est vrai que vous pouvez avoir la règle de vous dire, soit vous mettez des tomates tous les 3-4 ans, donc vous les faites tourner donc par exemple sur 4 tunnels, bah, tous les ans il y aurait un tunnel avec des tomates, puis ça basculerait. Donc ça c'est l'idéal. Hein. Et puis l'autre façon de faire aussi, c'est de se dire, bah, on peut planter des tomates toujours au même endroit, jusqu'à 8 années d'affilée. Et puis par contre après 8 années, là il faut laisser 6-7 ans sans jamais mettre de tomates. Voilà. Et voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que voilà, les tomates, on arrive quand même facilement à les faire, c'est assez résistant. Donc là voilà, je vais essayer de bâcher ces serres. Et puis c'est des bitunnels, donc ça devrait être solide, ça devrait me rassurer un petit peu sur leur tenue aux tempêtes. Et puis alors oui, un truc intéressant aussi, c'est de se dire que sur 2 serres comme ça, sur 1000 m², bah, on a de quoi donner du travail en fait à quasiment un salarié sur 8 mois en fait. Voilà. Donc là clairement si je bâche les 2 serres là, de toute façon j'ai beaucoup trop de surface pour moi tout seul en fait. Donc je reste dans le format on va dire où j'ai des salariés et bon et c'est intéressant, c'est intéressant pour la taille d'entreprise. Voilà.